Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Dépendamment de là où vous nous écoutez, c'est bel et bien Neville, les justes. Je viens encore une fois dans cette tranche d'émission sur votre chaîne que vous aimez bien, les sons du savoir. Je vous invite, mesdames et messieurs, d'abord à aimer nos vidéos. Je vous invite également à vous abonner à notre chaîne massivement pour nous permettre de pouvoir amener beaucoup de sujets qui seront très intéressants dans la vie quotidienne, qui vont nous aider dans beaucoup de domaines. Alors pour ce soir, mesdames et messieurs, j'amène un sujet un peu important. C'est le sujet qui fait quand même actualité. Aujourd'hui, je parle à propos du fils de Museveni qui menace la République démocratique du Congo. Comme vous savez, mesdames et messieurs, il y a une guerre qui sévit en République démocratique du Congo il y a maintenant plus de 30 ans. Vous vous rappelez, en 1998 ou 1998, il y a eu des massacres à Kisangani. Et ces massacres impliquaient l'Ouganda. Alors, la République démocratique du Congo est allée en justice à la Cour pénale, à la Cour internationale de justice. L'Ouganda a été condamné à payer 300 millions de dollars ou plus. Mais, comme vous savez, la République démocratique du Congo aujourd'hui, c'est un pays qui y a en son sein 70% des réserves des minerais stratégiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle des puces, on parle de certains éléments qui sont impliqués dans la fabrication des téléphones, dans la fabrication de beaucoup d'appareils électroniques. On voit la République démocratique du Congo. Aujourd'hui ou demain, on parle de la puissance. Parce que vous savez, nous sommes dans un monde qui ne laisse pas de possibilité à une autre personne de pouvoir s'imposer seule. Nous sommes dans un monde où il y a la course à l'armement, la course à la technologie. Aujourd'hui, nous parlons de l'intelligence artificielle. Il y a la Chine qui vient de lancer DeepSeek. Alors, tout ceci devrait nous amener à un raisonnement. Nous disons, OK, nous avons des minéraux. La RDC est au centre des grands conflits internationaux. Donc, il n'y a aucun pays au monde qui regorge les minéraux qu'à la RDC. Et la majorité de ces minéraux, ça se trouve à l'est de la République démocratique du Congo, qui est pour le moment occupée par une rébellion appuyée par l'Ouganda et le Rwanda. Comme vous le savez, il y a une grande mine d'exploitation de coltan à l'est de Tantan, qui est à Rubaya. Et vous le savez, Rubaya est déjà passé entre les mains de rebelles du M23 il y a quelques mois. Ils exploitent tout. Et vous savez qui sont les acheteurs de tous ces minéraux? Ce sont les Occidentaux. Ce sont ceux sur qui le peuple congolais compte que sa voix sera entendue. Mesdames et messieurs, je vais quand même aborder ces sujets. J'y vais un peu dans un sens de l'information, mais aussi dans un sens d'appel à la réflexion. Comme vous le savez, nous avons dit que notre chaîne, c'est le son du savoir. Nous nous sommes résolus. Nous sommes résolus de parler de ces problèmes, pas comme tous les autres, mais de parler de ces problèmes à titre informatif, mais aussi éducatif. Nous nous sommes toujours demandé, l'Afrique devrait se poser des questions, mesdames et messieurs. L'Afrique regorge en son sein des minéraux. Mais si vous remarquez, depuis la nuit des temps, ces minéraux ont toujours fait l'objet d'exportation à l'état brut. Donc ça veut dire qu'on vient, on exploite la terre, on creuse la terre, parfois on utilise les autochtones. Ils restent pauvres. C'est quand vous voyez si je mets ici pour vous des vidéos, bon, vous allez voir qu'on prend les autochtones
ils font ça et ils restent éternellement pauvres. On exploite la terre, ce qui est sur la terre et ce qui est en dessous de la terre, et on ramène ailleurs. Après, on revient vous vendre des produits finis. Alors, c'est ce que les États-Unis font, c'est ce que la Chine fait, c'est ce que la Russie fait, c'est ce que l'Europe fait. Alors, mesdames et messieurs, moi, je me suis toujours posé la question. Ça fait 50 ans que, plus de 50 ans d'ailleurs, 60 ans pour certains pays, que nous avons accédé à l'indépendance en tant qu'Africains. Parce que j'aimerais que cette émission ne puisse pas beaucoup plus se focaliser sur un seul pays. Nous irons d'étape à étape en parlant aussi d'autres pays parce que cette émission se qualifie de panafricanisme, d'éveiller la conscience panafricaine. Mesdames et messieurs, je disais que le fils de Museveni menace la République démocratique du Congo, menace Tshisekedi. C'est lui qui représente la République en ces temps. Il vous dit que toutes les forces qui sont à Bunia et à Butembo devraient se désarmer d'elles-mêmes avant qu'il n'envoie un bataillon de militaires ougandais. Comme vous le savez, il y a déjà des militaires ougandais qui œuvrent en République démocratique du Congo presque 3 ans maintenant ou 4 ans. Il a fait cette menace sans que personne ne puisse l'interpeller, que ce soit l'ambassade ou l'ambassadeur ougandais en République démocratique du Congo. Et il a donné même un ultimatum. Et après que cet ultimatum ait expiré, il y a eu des militaires ougandais qui sont entrés sur le territoire congolais. Alors pour vous dire aujourd'hui que ceux qui combattent la République démocratique du Congo, ce n'est pas que le M23, ce n'est pas que le Rwanda, il y a l'Ouganda. Moi, je peux dire que tous les pays ont un intérêt à tirer de ces pays. Tous les pays qui se disent panafricains, qui font partie de l'Union africaine. D'ailleurs, j'ouvre un peu une parenthèse, mesdames et messieurs. Comme vous le savez, il y a 3 ou 4 jours, l'Union africaine a élu de nouveaux dirigeants où il y a un président, je crois le président de l'Angola qui est maintenant le président de l'Union africaine. Et il y a eu aussi quelqu'un qui a été élu au secrétariat ou à la commission. Mais quand vous voyez, c'est une honte de voir les Africains qui ont fait l'objet hier de la colonisation continuer à s'entretuer entre eux pour des minéraux. Et ces minéraux qui ne sont pas transformés en Afrique, mais qui sont plutôt transformés ailleurs, en Europe, en Amérique ou en Asie. Ça fait la honte. Parce qu'aujourd'hui, mesdames et messieurs, celui qui vous donne les prix de ces minéraux, c'est celui qui va en utiliser pour transformer en produit fini. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons nous-mêmes les terres en Afrique, même en République démocratique du Congo. Nous avons les terres que nous ne savons même pas, premièrement, qu'est-ce qui est dans notre terre. Après 60 ans d'indépendance, mesdames et messieurs, je me demande personnellement, aujourd'hui, est-ce que nous pouvons nous-mêmes arriver à énumérer quels sont les minéraux que l'Afrique regorge en son sein et quelle est leur utilité dans la vie présente ou dans le futur? Personne. Alors, déjà le fait pour l'Afrique de ne pas mener des recherches, de ne pas penser fort, si haut, à comment transformer ces richesses en produits finis, constitue déjà quelque chose, constitue déjà un problème majeur, mesdames et messieurs. Parce que j'aimerais un peu vous dire une chose. Depuis l'indépendance, notre système de l'enseignement n'a pas encore fini. Nous vivons encore dans des pays, nous vivons encore dans des conditions où celui qui parle bien français est appelé intellectuel. Ou celui qui parle bien anglais est un intellectuel. C'est comme ça qu'on voit les choses en Afrique. Alors, c'est ce qui fait que nous vivons dans des pays, nous vivons dans des territoires où nous-mêmes, nous arrivons à étudier ce qui se passe dans d'autres pays. Par exemple, moi, je peux vous dire que nous avons eu à étudier les fleuves
le fleuve Mississippi, Missouri, les fleuves Amazon. On a étudié beaucoup de choses, où se trouve le Canada, où se trouve les Niagara. Toutes ces choses que nous avons pu étudier, si nous regardons, nous trouvons que ça ne nous a rien amené dans la vie. Plutôt qu'il fallait que l'intellectuel puisse revoir notre système d'enseignement. Par là, nous enseignons d'abord qu'est-ce que nous regorgeons chez nous, dans les sols, dans les sous-sols et dans les sols africains. Et par là maintenant, commencer à étudier comment transformer ces richesses. Parce que celui qui vous achète aujourd'hui à l'état brut, c'est celui qui a la puissance. C'est celui qui détermine même la valeur de ces sous-sols. Parce que nous disons, bon, nous avons des richesses, on ne nous aime pas, on fait ceci. Arrêtons de nous victimiser. Retournons un peu en arrière, demandons-nous. Qu'est-ce que nous pensons nous-mêmes de ces richesses? Comment nous dirigeons nos enfants? Nous-mêmes, comment nous dirigeons nos aspects d'études? Qu'est-ce que nous étudions pour pouvoir renverser la tendance? Je vais vous donner un peu un exemple. La Corée du Nord, je crois qu'ils n'ont pas de minerais. Ils ont vécu pendant beaucoup d'années sous un embargo occidental. Mais comment ils sont arrivés à faire des bombes qui font peur à l'Amérique? La Chine, qui était un pays sous-développé pendant des années, ils étaient d'abord nombreux et puis ils sont sous-développés. Les Chinois ont commencé à étudier. L'Amérique nous impose toujours. L'Angleterre nous impose. Ils viennent même chez nous. Ils créent des leaders, ils prennent des territoires. Ils font de ces territoires-là comme Hong Kong et Taïwan et tout. Ils ont commencé à étudier. Ils ont commencé à envoyer des Chinois étudier aux États-Unis d'Amérique, dans des universités américaines, financées en majorité par l'État chinois. Mais ils avaient pour objectif, à chaque fois qu'ils finissaient leurs études, ils devaient rentrer chez eux. Certains, bon, on pouvait leur proposer des travaux en Amérique, ils pouvaient travailler et tout. Mais les Chinois, ils s'étaient résolus d'étudier et de rentrer chez eux. Et quand ils sont rentrés avec la même technologie américaine, ils ont étudié comment perfectionner ce qu'ils avaient appris en Amérique. Alors aujourd'hui, c'est comme ça que vous voyez aujourd'hui la technologie chinoise ne dépend même plus de la technologie américaine. La technologie chinoise s'est développée sur tous les plans militaires, sur les plans spatials, sur les plans maritimes, sur tous les plans. La Chine n'a pas de concurrents. Et la Chine, c'est le pays qui vend le plus dans le monde. Moi, je me dis toujours, et la Chine sait même créer des marchés en Afrique. La Chine est partout, au Congo, là, à l'Est, là, à Roubaix, là, partout. Ce sont des Chinois, ce sont des boss, des patrons. Ils engagent les autochtones, ils les font travailler dur. Ils font tout ça. Mais nous, notre élite, notre leadership, qu'est-ce que nous pensons faire? Devrions-nous toujours aller à l'école pour étudier les droits, l'économie, les relations internationales, l'histoire, la géographie, le social? Moi, j'ai dit non. Devrions-nous... Pourquoi nos États? Parce que c'est aussi pour aller étudier la technologie, peut-être en Chine, parce qu'actuellement, vous pouvez aller en Chine étudier. Vous n'avez pas besoin d'aller en Occident, parce que la Chine offre déjà tous ces enseignements. Il y a la Corée, il y a des pays en Asie, là, où les études coûteraient moins. Pourquoi nos États ne peuvent pas se résoudre de prendre les enfants qui sont intelligents, les enfants qui affichent une intelligence parfaite dans différents domaines techniques, des choses que l'on peut faire en main, les envoyer en Chine, là où ils peuvent aller étudier dans un système où il n'y a pas trop de théories, où vous n'étudiez pas les Mississippi, Missouri, Amazon et consorts, où les gens ne vont étudier que des choses qu'ils peuvent mettre en pratique. Ce faisant, ça nous amènera maintenant à entamer le processus de développement. C'est comme ça que moi, je voudrais quand même amener ces raisonnements. Je ne voulais pas ramener ces raisonnements toujours dans la victimisation
On ne nous aime pas, on nous tue. Les Occidentaux ne nous aiment pas, ceux-ci ne nous aiment pas. Mais les mêmes personnes-là, dont vous voulez qu'ils puissent témoigner de leur amour envers nous. Nous ne sommes pas dans un mariage avec eux. Ce sont les mêmes personnes qui profitent de nos richesses. Pour eux, nous devons rester dans ces conditions pour qu'eux puissent construire leur puissance militaire, leur puissance spatiale. Vous savez, Elon Musk a un projet d'aller coloniser Mars d'ici 2030. Et pour ce faire, il ne dit pas qu'il n'a pas de richesses ici où il va transformer pour pouvoir faire ça. Non. Il doit trouver ses richesses quelque part. Donc s'il faut que les gens meurent quelque part dans un pays, qu'il y ait des morts, il le fera pourvu qu'il se tape ses richesses pour aller coloniser Mars. S'il faut aujourd'hui aller par les Green Energy, là où ils sont en train de lutter pour réduire les CO2 et tout ceci, ils doivent aller au Congo. Ils doivent trouver 60% des minéraux qui doivent leur aider à fabriquer des batteries électriques qu'ils peuvent utiliser dans les avions, ils peuvent utiliser en allant dans les espaces, dans l'espace. Ils peuvent utiliser ça dans des voitures comme des Tesla et tout ça là. Et ils sont en train de penser comment coloniser ce monde, comment s'imposer dans ce monde. Maintenant, l'Afrique. Devrions-nous seulement nous arrêter à nous plaindre, à accuser? Moi, j'ai dit non, nous devons changer de narratif. Nous devons cibler. Les États devraient cibler. Commencer par 1, 2, 3 personnes, 5 personnes, les envoyer. Et dès que ces gens reviennent au pays, ils devaient être les éclaireurs pour former les autres. Parce que je vous dis que même la Chine ne s'est pas développée par elle-même. Il a d'abord commencé à déployer des étudiants internationaux aux États-Unis. Ils ont étudié, ils ont ramené la technologie chez eux et ils ont commencé à développer plus que ce que les Américains font. Je vais vous donner l'exemple très facile. Il y a eu d'abord, les Américains ont fondé, parmi lesquels Elon Musk, ils ont fondé ChatGPT, les OpenAI, qui est l'intelligence, les applications de l'intelligence artificielle. Bon, ils étaient les premiers à créer ça. Ils sont toujours les premiers. Après un temps, les Chinois sont venus, ils ont lancé DeepSeek. Et dès que DeepSeek est venu, il y a quelques semaines, même le marché boursier américain a été secoué. Mais la Chine ne s'est pas plainte. Moi, je trouve qu'au lieu de se plaindre, nous devions raisonner. Nous pouvons peut-être aller d'un pays à l'autre parce que moi, je me dis, l'unité africaine, c'est de l'utopie, quoi. Il n'existe pas l'unité africaine. Vous savez, quand Kadhafi était là, il a essayé de parler, il a essayé d'éveiller l'Africain à l'unité. On l'a tué. Et on l'a tué aussi, si vous voyez, peut-être c'est avec la traîtrise de certains Africains qu'on l'a tué. Aujourd'hui, nous avons le Rwanda, nous avons l'Ouganda, nous avons des pays, les Congo, des pays qui agressent d'autres pays africains. C'est que l'homme blanc utilisera toujours un autre pays pour se battre contre un autre pays et les déstabiliser. Aujourd'hui, nous avons l'Union africaine. Qui finance l'Union africaine? C'est l'Europe. C'est l'Union européenne qui finance l'Union africaine. La plupart des organisations africaines sont financées par les Américains, l'Union africaine. Et comment voulez-vous que ces organisations soient libres? Non, ces organisations comme la CEDEAO, ce sont des organisations qui ont été créées par l'Union européenne. Ils sont là pour garantir les intérêts des Européens. Alors, si nous devons amorcer le développement par ces organisations, mais nous allons échouer. La véritable manière de faire, c'est de commencer d'abord à l'interne. Vous organisez à l'interne facilement. Commencez maintenant le processus de développement. Mais pour en arriver là, il nous faut d'abord connaître nous-mêmes qu'est-ce que nous avons. D'abord, il faut d'abord connaître quels sont les enjeux du futur. Comment nous pouvons nous imposer sur l'échiquier international. Les États-Unis parlent. Par exemple, le Congo parle. Les États-Unis parlent. Le Burkina Faso parle. Les États-Unis, la Chine parle. De l'autre côté, nous avons le Niger. La France parle. Nous avons aussi le Mali. Alors, nous devons d'abord commencer par nous imposer avec la technologie.
Parce que vous savez, dans l'avenir, il n'y aura plus de guerre des tranchées. Tout celui qui va vous donner, va vous dominer. Il nous faut d'abord renoncer à l'aide internationale, comme par exemple l'aide du Fonds monétaire international, des choses comme des USAID. Il faut d'abord renoncer à ça, accepter de souffrir, parce que c'est dans la souffrance qu'on arrive à raisonner comment on peut transformer ce monde. Mais dans tout ça, il faudra aussi que les États puissent aider les ressortissants de leur pays. Alors pour cela, il faut un leadership responsable. Sinon, nous allons continuer toujours. Aujourd'hui, ça peut être le Rwanda qui agresse le Congo. On peut peut-être appeler par une diplomatie ou quoi que ce soit arrêter la guerre. Mais le Rwanda n'est pas à sa première agression. C'est une énième agression contre la RDC. Donc vous comprendrez qu'il ne faut pas toujours dépendre. Il ne faut pas toujours, quand on doit avoir des armes, ça doit venir de la Chine, des États-Unis, d'Israël, non. Nous devons aussi être en mesure d'abord de connaître qu'est-ce que nous avons sous notre sol et sur notre sol. Et comment ceci peut être transformé pour faire face aux défis présents et à venir. Voilà les vrais débats auxquels les Africains devraient se baser. Parce que je vais vous dire aujourd'hui, par exemple, il y a le Mali, le Niger et le Burkina Faso qui ont créé l'EAS. Ils ont créé une organisation régionale, sous-régionale. Ils ont même imprimé des passeports. Mais vous avez vu vous-même que l'Union européenne refuse d'apposer les visas dans les passeports de l'EAS. Et pourquoi ils peuvent s'enorgueillir? C'est parce qu'ils ont toujours une mainmise sur les richesses, sur ceci. Il suffit que vous vous réveillez le matin qu'ils vous disent, bon, les diamants que vous avez là, désormais ce sont des pierres comme toute autre pierre. Et si vous avez des colis de diamants, peut-être à la banque ou je ne sais pas où, ça vous servira à quoi? À rien. Demain, on vous dit que bon, désormais, l'or ne représente plus rien. L'or devient, je ne sais pas quoi. Ça devient des choses avec lesquelles les enfants peuvent jouer, s'ils veulent. Et c'est fini. Demain, on vous dit que bon, le coltan n'a plus de valeur. C'est qu'on va maintenant leur dire quoi? Achetez-nous ces coltans. Achetez-nous ces cassitérites ou quoi? Non. Achetez-nous ces cuivres. Non. On ne va pas les supplier à nous acheter. Mais si nous-mêmes nous connaissons déjà la valeur de ces richesses, cela nous amènera à cela nous amènera à transformer à l'interne ces richesses. Par la transformation, ils seront aussi intéressés de savoir qu'est-ce que nous voulons faire, quelle sera la suite. Par là, nous allons commencer à traiter d'égal à égal. Mesdames et messieurs, comme vous savez, c'est une émission, comme c'était intitulé « Les fils de Museveni menacent la République démocratique du Congo », je vous ai dit qu'ils ont menacé, ils veulent prendre Bunia, Butembo et tout. Ils ont désarmé toutes les forces qui sont là. Donc, ça n'étonnerait pas que même les forces loyales au pays puissent être désarmées aussi. Mais moi, je voudrais un peu parler de ces conflits. C'est quoi la cause du conflit et comment nous pouvons penser à terminer ces conflits dans l'avenir proche. Comment nous pouvons anticiper les choses. C'est pourquoi je me suis résolu d'amener ces raisonnements à travers cette chaîne Leçons du savoir. Je vous demande, mesdames et messieurs, d'aimer nos vidéos, de vous abonner et aussi de signaler la cloche de notification qui vous permettra qu'à chaque moment que nous avons une pensée que nous pouvons partager, cela vous aidera bien à pouvoir être informé et de pouvoir nous écouter. Nous ne voulons pas vous prendre trop de temps. Je crois que nous arrivons à la fin de notre émission. Notre raisonnement, c'était sur les richesses qui sont aujourd'hui la base de notre malheur, qui sont aujourd'hui à la base de la mort de la plupart de nos compatriotes, qui sont aujourd'hui à la base de la discorde internationale, qui sont aujourd'hui à la base de beaucoup de choses, même de notre famine. N'y a-t-il pas quand même moyen de penser autrement à comment transformer ces richesses?
comment faire des études, c'est basant sur ça. L'État ne peut-il pas penser à revoir notre système éducatif? Parce que c'est de là que toute chose commence. Les systèmes éducatifs que nous avons ne nous aident à rien. Nous devons revoir notre système éducatif. Regardez en Chine. Il n'y a pas des choses où les gens doivent étudier trop de littérature. Nous devons nous concentrer aux choses qui vont nous aider à changer. Parce que dans un futur proche, il n'y aura plus... Les compagnies n'auront plus besoin des économistes. Peut-être même pas des juristes. Donc je crois m'arrêter là, chers amis. Je vais encore vous amener un très bon sujet qui va parler du patriotisme, qui va un peu toucher un peu à ce qui se passe en République démocratique du Congo. Pourquoi nous en sommes arrivés là? Et je vais aussi vous amener quelques informations d'après nos sources de ce qui peut arriver peut-être maintenant ou demain. Et c'est pourquoi nous vous invitons à vous abonner en masse, de partager nos vidéos, de les aimer et d'en parler aussi aux autres. Merci beaucoup, chers amis. Et nous vous disons que Dieu vous bénisse et à bientôt.